Je vais faire l'introduction. Ça permettra peut-être à d'autres participants de nous rejoindre pour ensuite enchaîner sur le vif du sujet avec nos intervenants. Donc, bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire destiné aux artisans et aux commerçants indépendants. Donc, je suis Laetitia Racca de Costo, le programme d'accompagnement des artisans et des commerçants indépendants développé par la CEMAES, la Société de la Ville de Paris spécialisée dans la revitalisation du commerce de proximité. Donc, sur le site Costo, www.costo.paris, vous retrouverez beaucoup d'actualités qui concernent le commerce et l'artisanat, des conseils, en particulier dans le domaine du digital, et un accompagnement également pour vous faire gagner du temps dans vos démarches au quotidien. Donc, dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons également créé une page spéciale Covid-19 en fait, qui est accessible à partir de la page d'accueil du site en cliquant sur le bandeau orange en haut. Et vous y retrouverez beaucoup d'articles et d'informations pratiques pour vous aider en fait à surmonter cette période particulièrement éprouvante pour le commerce de proximité. Donc, j'y ajouterai également, une fois le webinaire terminé, le replay de ce webinaire au plus tard lundi. Donc, nous avons voulu aborder aujourd'hui avec vous une thématique qui est au cœur de vos préoccupations actuelles, à savoir les mesures d'aide mises en place par l'État pour soutenir les petits commerçants. Beaucoup de dispositifs différents ont été annoncés par Bruno Le Maire lors du confinement fin octobre. La prolongation du chômage partiel, le fonds de solidarité, les exonérations de charges sociales, le décalage des échéances de remboursement du prêt garanti par l'État. Donc, beaucoup d'informations circulent et il est parfois un peu difficile en fait de s'y retrouver. Et surtout, pour chacun d'entre vous, de savoir si votre commerce est éligible à toute ou partie de ces mesures. Donc, pour vous éclairer, Costo a fait appel à deux experts, maître Miki Myangpaya, avocate au cabinet Seban et Associés, et François Jacques, expert comptable du cabinet Sémaphore. Donc, ce webinaire va durer environ 1 heure et sera enregistré. Donc, je vous ferai parvenir son replay et les différents liens utiles, le support de présentation par mail au plus tard lundi. Et vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation grâce à l'onglet Q et R qui est situé en bas de votre écran. Et si vous voulez intervenir à l'oral, vous pourrez le faire plutôt en fin de présentation en activant votre micro. Donc, voilà. Bah, écoutez, merci de votre attention et je vais laisser maintenant la parole à nos deux experts. Très bonne conférence à tous. Merci Laetitia. Je crois que c'est François Jacques qui va commencer, puis je me présenterai après quand j'interviendrai. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, François Jacques. Je suis expert comptable, comme ça a été rappelé, comme l'a rappelé Laetitia. C'est une période très compliquée pour tous et toutes. On va probablement découvrir le déconfinement par palier dans quelques jours, mais voilà, ça va rester extrêmement complexe. Donc, dans cette situation, on vous soutient tous. On a pensé éclairer, comme l'a dit Laetitia, sur les principales mesures, parce qu'effectivement, nous-mêmes, on s'y perd. Il y a eu beaucoup d'annonces. Le Minefi, le site de Bercy, programme en fait pratiquement en temps réel les fiches de renseignement et les serveurs pour vous permettre d'aller chercher des aides, mais ça évolue pratiquement d'heure en heure. Ce n'est pas les mêmes dispositifs entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, ça nécessite pratiquement d'être énarque pour pouvoir accéder aux aides. Et d'ailleurs, le niveau d'aide demandé est plus faible, et beaucoup plus faible d'ailleurs qu'il ne l'était lors de la période du premier confinement. Donc, voilà, ça nous paraît important de partager et d'éclairer autant que possible. On vous a fait quelque chose de très pratico-pratique, vous le verrez en deuxième partie, avec notamment un pas à pas sur le site de l'aide. Donc, on fera 2 zooms particuliers, essentiellement une sur les incitations des bailleurs à consentir des remises de loyer. C'est Nakim qui vous évoquera ce dispositif. Et puis, on va aussi beaucoup zoomer sur le fonds de solidarité.
voilà, on passe, même si c'est très important pour vous, sur la mise en place, plutôt la prolongation du chômage partiel. Vous savez qu'il est passé de 100% d'indemnisation à 85% exactement du salaire net pour les salariés, et à chaque fois que les entreprises en ont besoin pour se mettre en activité partielle. Ça a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Et puis pour les secteurs protégés, c'est-à-dire le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, l'événementiel et le transport aérien, même si vous n'êtes pas très concerné par le dernier. Voilà, pour ces secteurs dits protégés, nous sommes restés sur une indemnisation à 100% du salaire net pour les salariés concernés. Donc ça, c'est important. Ça efface comme une grande partie des dépenses de l'entreprise, c'est-à-dire toutes les dépenses de salaire. Et voilà, deuxième point sur lequel on reviendra, c'est les exonérations de cotisations sociales. Le PGE, qui normalement aurait dû commencer à être remboursé pour ceux qui en ont bénéficié, qui représentent en général 3 mois de chiffre d'affaires, aurait dû commencer à être remboursé début 2021, donc pratiquement pic de la crise, au moment où vous aviez le moins de possibilités de le faire. Donc ça a été la première échéance sera décalée d'1 an. En tout cas, c'est aujourd'hui une annonce, ça reste aujourd'hui qu'une annonce de Bruno Le Maire. Ça fait grincer les dents d'ailleurs de pas mal de banquiers. Ça devrait normalement être, on l'espère, inscrit dans la loi. Et puis, le fonds de solidarité sur lequel, effectivement, on reviendra tout à l'heure. Je vous propose de revenir sur les exonérations sociales et patronales. Donc, peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations sociales et patronales les entreprises, on va dire, de taille moyenne, de moins de 250 salariés, qui relève, donc ça a été remis en place, ça avait été fait par le premier confinement, ça a été remis en place pour les entreprises qui se situent en zone de couvre-feu à partir de septembre et jusqu'au mois d'octobre, pour les entreprises de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire. Donc ça, c'est les fameuses annexes des secteurs S1 et S1 bis, et puis celles aussi qui subissent une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%. Donc, pour ces entreprises, il est possible de bénéficier d'une exonération totale de leurs cotisations sociales et patronales. Le dispositif, comme c'est inscrit là, a été à la fois confirmé et prolongé, élargi à partir du deuxième confinement. Donc, ça bénéficiera à toutes les entreprises de moins de 250, mentionnez plus celles que je viens de dire, et puis également aux moins de 50 salariés dont l'activité est nouvellement empêchée du fait de l'impossibilité d'accueillir du public. Voilà, je vous propose qu'on passe à la remise des loyers avec Maxime. Oui, bonjour à toutes et tous. On a pensé qu'il était très important, même si le sujet est sur évidemment les aides là, qui sont nécessaires à la survie des commerces. Il y a vraiment un poste de charge très important qui est le loyer, bien sûr. Et je voulais rappeler quand même quelque chose d'important, même si peut-être vous le savez, c'est qu'il n'y a jamais eu, en fait, pendant cette crise sanitaire, que ce soit même à partir du mois de mars, aucune disposition légale ou gouvernementale qui a dispensé, en fait, les locataires de régler leur loyer. Il y a eu une période figée sous certaines conditions, d'ailleurs, notamment pour ne pas régler d'intérêts de retard, de dommages intérêts, etc., sur laquelle je ne reviendrai pas. Et il y a eu en fait une autre ordonnance qui était plus en fait procédurale, puisque en fait elle avait figé le fait qu'on ne pouvait pas, en tout cas les demandeurs à l'action, donc pas forcément des bailleurs d'ailleurs, ne pouvaient pas faire jouer la clause résolutoire d'un contrat durant cette période protégée. Alors il y a une erreur, je suis désolée, je changerai sur mes slides, qui est 12 mars au 10 juillet 2020. De fait, le tribunal judiciaire de Paris a été amené d'ailleurs à rendre une décision pendant cette période, puisqu'elle a rendu une décision, si j'ai bonne mémoire, le 10 juillet 2020, justement. Il y avait une assignation qui avait été délivrée, qu'effectivement, il n'y a jamais eu au bailleur d'accorder une remise de loyer.
Donc, en fait, depuis le 10 juillet 2020, en revanche, un bailleur pourrait solliciter les loyers qui n'ont pas été réglés durant cette période, reprendre le cours des loyers, ainsi que les arriérés. Peut-être passer à la slide suivante. Alors, évidemment, voilà, ce n'est pas catastrophique, puisque je voulais rappeler, il y a quand même des moyens à soulever pour entrer en négociation. Notamment, souvent, on faisait état de la force majeure. Ça a été le premier moyen qui avait été soulevé. Le but de ce webinaire n'est absolument pas de vous faire un cours sur la force majeure, sur les éléments imprévisibles, irrésistibles, etc. Quoi qu'il en soit, les tribunaux ne seront pas amenés, à mon sens, et d'ailleurs il y a eu des décisions et un arrêt de la Cour de cassation relativement récente, puisque de 2014, qui estime que la force majeure doit être écartée, en tout cas s'agissant de sommes d'argent. Donc, de règlement de loyer, pour moi, ce sont des sommes d'argent. Ça a été, il y a beaucoup d'ailleurs de doctrines en ce sens. Donc, sur ce terrain-là, c'est dangereux. La force majeure, en tout cas, ne pourra pas jouer. Le fait de dire que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, c'est pareil. Ça a été... on en a discuté longtemps. Et en fait, le bailleur... en fait, subit lui également les fermetures administratives, et c'est pas de son fait, c'est pas lui qui a qui est à l'origine de cette obligation de délivrance. Donc sur ce terrain-là, les tribunaux, et d'ailleurs il y a quelques décisions qui ont été rendues où en fait les demandeurs ne soulèvent plus ces moyens de défense. En revanche, il y a plusieurs décisions qui ont été rendues par le tribunal dernièrement, donc le 26 octobre 2020. Bon, là, c'était en référé et c'était le tribunal de commerce qui n'a pas fait droit à la demande, donc en référé. Donc, il faut qu'il n'y ait évidemment aucune contestation sérieuse, qu'il n'y ait aucune discussion possible, qui n'a pas fait droit à la demande de règlement de loyer suite à un commandement de payer visant la cause résolutoire du bail, au motif que, en fait, les locataires avaient sollicité auprès de leur bailleur des aménagements, avaient demandé des délais et que le bailleur, surtout, n'avait jamais répondu. Donc, le juge des référés a estimé qu'il y avait une contestation sérieuse sur ce motif, qu'il faut que les contrats soient négociés de bonne foi et il faut tenir compte du contexte actuel économique, environnemental, sociétal. Et d'ailleurs, c'est déjà les prémices, puisque cette décision qui a été rendue le 10 juillet 2020 également, et là c'était justement par le tribunal judiciaire de Paris, c'est pour ça que je voulais vous citer ces deux décisions. Nous avons d'un côté les tribunaux de commerce, de l'autre côté les tribunaux judiciaires, qui s'accordent à dire en fait qu'il faut que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Et là, sur cette décision du 10 juillet 2020, en définitive, c'est le contraire. Le juge a fait droit à la demande du bailleur, puisque le bailleur avait sollicité évidemment le règlement de ses loyers, mais avait proposé un aménagement, notamment plutôt de régler trimestriellement, de régler mensuellement, et que c'était le contraire, le locataire n'avait pas répondu. Et donc, le tribunal a estimé qu'il pouvait faire droit à la demande. Donc, pour conclure, en fait, pour tirer les conséquences de ce que je vous dis, c'est vous dire que, en fait, c'est la négociation, c'est les aménagements, se rapprocher en tout cas et essayer de trouver une solution sur ces échéances qui vont être portées et qui, peut-être grâce aux aides qui vous seront apportées, vous permettront de régler le loyer. Alors, en ce qui concerne, là, je parle vraiment des bailleurs en général et des locataires en général. Après, chaque cas est particulier. En revanche, vous avez tout suivi. Alors, pour l'instant, je suis vraiment activement, j'ai regardé avant ce webinaire s'il y avait eu effectivement une décision qui a été rendue, en tout cas une ordonnance ou un décret. Pour l'instant, c'est une annonce de notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, le 12 novembre dernier, qui a annoncé qu'il y aurait une incitation fiscale. Donc, je crois que là-dessus, c'est acquis. Une incitation fiscale au profit des bailleurs, donc aussi au profit évidemment des locataires, notamment, alors c'est pour ça, sur les dispositions, peut-être qu'il y aura des changements. En tout cas, pour l'instant, on en est pour la remise d'un mois de loyer
Certains disent que c'est le mois de novembre, d'autres, ça peut être sur le trimestre, c'est-à-dire un des loyers, octobre, novembre ou décembre. Mais en tout cas, le dispositif ne sera éligible que pour un mois de loyer. Pour tous les commerces fermés de moins de 5 000 salariés, donc c'est vrai que là-dessus, ou égal, hein, là-dessus aussi, il y a eu, au début, on n'était pas sur 5 000, après, ce n'était pas tous les commerces, etc. Et je dirais les commerces fermés, même si à côté, évidemment, il y a eu la vente à emporter qui a été mise en place. Je pense que de toute façon, François il reviendra là-dessus. Alors, le crédit d'impôt, pour l'instant, on en est là. C'est que si le locataire a moins de 250 salariés, le bailleur bénéficiera d'un crédit d'impôt. Alors, ce sera en 2021, bien sûr, hein, de 50% du loyer accordé. Et si c'est là, on est à 2/3 des 50%. Alors, j'ai essayé de faire les calculs. On va passer au slide suivant, puisqu'il y avait l'annonce de notre ministre Bruno Le Maire. Et je ne comprenais pas très bien quand il mettait justement pour les entreprises de 250 à 5 000 salariés, ce dispositif s'appliquera également, mais dans la limite des 2/3 du montant du loyer. En fait, si vous faites le calcul, ça ne correspond pas sur cet exemple. Si on prend 2/3 du montant du loyer, en fait, ce serait beaucoup plus que 4 000 euros. Je ne sais pas, François, tu étais dans les chiffres, 12 000 euros, 2/3, ça fait plus. Donc, en fait, j'en ai déduit que c'était 2/3 en fait, de la remise des 50%. Et j'arrive sur mon chiffre de 4 000 euros. Donc là, vous avez un exemple concret, hein, c'est relativement simple, hein, moitié du loyer accordé, remise d'impôt. Et pour les locataires qui ont des salariés compris entre 250 à 5 000, j'en déduis que c'est 2/3 de l'aide des 50%. En fait, je te coupe. Sur le deuxième exemple, en fait, il manque le haut, je crois, c'est qu'il était prévu que le bailleur renonce à 70% du loyer. Ça, c'est le tweet de Bruno Le Maire. Hein. Ouais, c'est ça, en conserve 30. Et là-dessus, le bailleur, quand c'est une grande entreprise, voilà, il a droit malgré tout à un crédit d'impôt de 30%. C'est le chiffre qu'on a à la fin. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que par rapport au premier confinement où il n'y avait pas eu toute cette mesure, il y avait uniquement eu une mesure fiscale de dire si jamais vous faites des remises de loyer, il n'y aura pas de remise en cause de l'abandon, enfin en tout cas de la perte, de la déductibilité plutôt de la remise. Là, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a un crédit d'impôt, c'est-à-dire une créance sur le trésor, hein, qui va être remboursée. On ne sait pas dans quel délai, mais c'est un peu comme un CICE ou un crédit d'impôt recherche. Donc là, dans l'exemple, vous voyez, il y a 600 euros qui est remboursé par l'État à travers le crédit d'impôt, probablement dans le courant de l'année 2021. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% parce qu'on va surtout parler des remises qui sont faites pour les commerçants et les artisans, donc généralement des petites entreprises. Il y a 50% de la remise de loyer qui est remboursée par l'État à travers un crédit d'impôt. Ce qui permet normalement, quand même de bien d'éviter les négociations très difficiles qu'a rappelé Maïkim, qu'on a beaucoup connues, particulièrement entre des petits bailleurs privés, des propriétaires. Autant les villes, les SEM des villes ont été assez exemplaires et ont fait pas mal de remises, autant les bailleurs privés ne l'ont très rarement fait. Il m'est arrivé d'aider notamment les commerçants chez qui je vais pour les aider à obtenir ces remises partielles. Mais là, au moins, il y a une vraie incitation forte. Il y a un cadre qui évite des négociations qui partent dans tous les sens. Donc, je pense que ça devrait être appliqué de manière assez majeure. Par contre, c'est qu'un mois sur l'année. Alors, justement, pendant que tu parlais, François, merci. Je regardais les questions qui me concernent. On me demande est-ce que ces remises, en fait, est-ce qu'on peut se dispenser de régler la taxe foncière? Donc, ça veut dire que la taxe foncière est à la charge du locataire. Je ne fais pas par un cours sur les baux commerciaux, mais c'est conventionnel. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce sont des charges, ce ne sont pas des loyers. Et je vous incite en revanche à régler vos charges. Les charges, puisque autant on peut obtenir des délais sur en tout cas, parce qu'il y a aussi la possibilité de saisir le juge et d'obtenir des délais aussi, hein, de règlement. On peut l'obtenir sur les loyers, mais en principe, on ne l'obtient jamais sur les charges. Voilà. Donc, incitation forte à régler en tout cas vos charges, sauf évidemment si c'est fermé et qu'il n'y a pas de... Vous pouvez évidemment contester s'il n'y a pas de charge
qui sont à facturer puisqu'il y a moins de consommation. Je voulais faire un petit focus en revanche voilà, sur, vous avez dû voir passer ces aides là, et parce que ont été un petit peu oubliés les auto-entrepreneurs, les artisans, les petits commerçants, les professions libérales. Donc là, il y a une aide exceptionnelle de 1 000 € qui est accordée aux artisans, commerçants et professions libérales pour les commerces qui ont été fermés. Donc là, pareil, il faut se référer à l'annexe des secteurs concernés S1. Les conditions, alors je vous ai mis le lien de web donc, pour remplir le formulaire. J'ai cliqué dessus, hein, c'est relativement simple. En revanche, les conditions, évidemment, c'est avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, avoir au moins effectué un versement de cotisation, être à jour de ses cotisations sociales personnelles au 31 décembre, sauf si vous avez évidemment un échéancier en cours, ça compte, on peut considérer que vous êtes à jour, en tout cas dans ces conditions d'obtention. Ne pas avoir eu d'aide de cotisants en difficulté depuis septembre 2020 et ne pas faire l'objet de procédures de recouvrement forcé, saisie forcée par un huissier. Voilà. Et la deuxième aide qui est accordée aux auto-entrepreneurs, cette fois-ci c'est 500 €. Ce sont les mêmes conditions, donc je ne vais pas les reprendre, sauf une condition en plus, c'est avoir toujours comme activité principale celle d'indépendant. Voilà. Donc et je vous invite à aller sur le site, franchement, si vous en bénéficiez, le formulaire est vraiment, pour le coup, assez simple à remplir. C'est une attestation sur l'honneur et les documents demandés sont relativement simples. Voilà, j'en ai terminé en tout cas sur ma partie, j'interviendrai évidemment avec François sur le reste. Si je vous propose du coup de faire le dernier zoom, le plus long d'ailleurs, sur le fonds de solidarité. Donc, je vous rappelle, avant de voir les conditions d'éligibilité et tout le chemin de croix pour y arriver, le fonds de solidarité a été créé en printemps dernier pour soutenir les commerçants, les artisans et les petites entreprises. Le fonds a été constitué essentiellement par l'État et les régions. Il aide les entreprises, mais c'est une aide à l'entreprise et c'est une aide aussi aux chefs d'entreprise qui ne sont pas salariés. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de questions, notamment sur la fac, la foire aux questions, qui reviennent là-dessus. En aucun cas, ça peut être délivré à un chef d'entreprise qui est salarié. Parce que pour lui, il y a les mesures de chômage partiel qu'on a rappelées tout à l'heure. Donc, le fonds de solidarité avait très bien marché sur les mois de mars, avril, mai, et puis partiellement aussi sur juin. Donc, il a été revisité. Il est d'ailleurs maintenant essentiellement financé par l'État. Et les mesures sont différentes pour les mois considérés, comme je vous le disais, puisque voilà, entre les mois où il y a le début du couvre-feu, le mois du couvre-feu, et puis le confinement, les mesures en tout cas les conditions d'éligibilité vont être différentes, même si à chaque fois c'est la même philosophie. C'est une aide plafonnée à 333 € par jour, c'est-à-dire 10 000 € par mois, qui vient aider les petites entreprises à leur apporter des revenus tout simplement, lui permettant après, dans un deuxième temps, d'octroyer un revenu aux dirigeants. On rappelle aussi que c'est souvent posé, le FSE n'est pas taxable, hein, c'est une subvention, c'est une aide qui passe dans les produits de l'année et qui ne sera pas soumis à impôt sur les sociétés si on est en l'IS ou impôt sur le revenu si vous êtes en entreprise personnelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant les nouveautés pour le mois de septembre, d'octobre et de novembre, il y a des dispositions qui sont applicables pour l'ensemble des 3 mois considérés, puis après on reviendra sur chacun des mois puisqu'il y a quelques particularités. Bon, la première condition, c'est qu'elles sont davantage sur le seuil. Donc, le seuil a été rehaussé à 50 salariés. Avant, c'était vraiment les petites entreprises. Il faut que l'activité ait débuté avant le 31 août pour que les périodes de septembre ou le 30 septembre pour le période d'octobre. Puis on verra, comme souvent, il y a une comparaison avec les mêmes mois de l'année d'avant pour les entreprises créées depuis. On fait une moyenne en fait, du chiffre d'affaires moyen depuis la création. Ce qui est important aussi, donc on dit que à la fois, ça ne peut pas se substituer à du chômage partiel, ça ne peut pas non plus compléter des indemnités journalières quand vous avez pu en bénéficier, ou des pensions, ou de la retraite quand vous
vous êtes retraité et que vous exercez une activité. Donc, à chaque fois, vous verrez, il va y avoir une déduction des indemnités journalières que vous avez pu toucher, qu'on applique sur le montant maximum. Sauf, oui, pour les discothèques, je ne crois pas que vous soyez concerné, effectivement. C'est le seul cas où on ne déduit pas. Il y a l'introduction d'un tiers de confiance pour certains secteurs. Il y a surtout l'extension des listes de secteurs d'activité bénéficiant du régime favorable. Donc, c'est les fameuses listes S1 et S1 bis où on trouve l'essentiel des activités de commerce, l'essentiel des activités de tourisme, l'événementiel, tous ceux qui peuvent être très affectés par l'activité en berne depuis septembre. Bien sûr, les entreprises qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public sont complètement concernées également. Oui. Et puis par ailleurs, il est pris en compte le chiffre d'affaires relatif aux activités de vente à distance avec retrait en magasin en livraison. Je crois qu'il y a quelques questions là-dessus. C'est-à-dire que pour le calcul du chiffre d'affaires, par contre, on exclut le click and collect. Alors, pour septembre, les particularités, d'abord, c'est que vous n'avez plus que quelques jours pour déposer votre demande sur le site. Et ça s'applique donc aux entreprises qui ont fait l'objet soit d'une interdiction d'accueil du public entre le 25 et le 30 septembre. C'est pour tous les secteurs d'activité confondus. L'aide, elle est plafonnée à 333 € au jour. Donc, c'est soit la perte de chiffre d'affaires réelle, soit si la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 333 € par jour, on applique alors le plafond qui est 333 €. Ce qui nous amène pour les 6 jours à peu près, les 5 jours, pardon, à peu près à 1 998 €. C'est une aide qui est cumulable avec le formulaire de septembre pour les pertes seules que vous avez pu déjà déposer. Et en pratique, il faut du coup déposer 2 formulaires pour septembre, ce sera plus le cas après. Donc, le formulaire septembre pertes seules et le formulaire septembre aide complémentaire. Et comme toujours, donc les IJ et les pensions, non, là pour le coup, les IJ et les pensions ne seront pas déduites du montant de l'aide. En ce qui concerne octobre, donc ça vient de mémoire, ça a été ouvert ce matin, le formulaire. C'est à faire d'ici à la fin de l'année. Il y a trois régimes distincts, donc on va les évoquer les uns derrière les autres. Pour les entreprises qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er octobre enfin, et le fin octobre, pour tous les secteurs confondus, il y a une aide qui est là aussi calculée en fonction de la perte de chiffre d'affaires et plafonnée à 333 € le jour. Et les IJ et les pensions ne sont pas déduites du montant de l'aide. Pour les entreprises situées en zone de couvre-feu entre le 1er octobre et le 31 octobre, là, ça concerne tous les secteurs et c'est celles qui n'ont pas été fermées, mais qui, par contre, ont subi une perte très importante de chiffre d'affaires, dépassant 50% de l'activité l'année précédente. Donc, pour ces entreprises-là, le montant de l'aide sera de plafonné à 10 000 € pour le secteur, si on est situé en secteur S1. Si on est en S1 bis, c'est que l'entreprise a perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai, c'est-à-dire le premier confinement, le montant de l'aide sera plafonné à 10 000 €. Toujours si on est S1 bis et que l'entreprise a été créée depuis le 10 mars, le montant de l'aide sera plafonné à 10 000 €. Et enfin, pour toutes les autres entreprises, le montant de l'aide sera plafonné à 1 500 €. C'est-à-dire celles en clair qui ont subi moins de 80% de perte de chiffre d'affaires. Là, pour le coup, les IJ et les pensions seront déduites du montant de l'aide. Donc, si par exemple, vous avez un montant qui est plafonné à 10 000 € et que vous avez perçu une pension de 2 000 € sur le mois d'octobre, l'aide sera plafonnée à 8 000 €. Et enfin, pour le mois de novembre, donc on est reparti en confinement. Donc pour toutes les entreprises qui ont été fermées, qui subissent du coup une interdiction d'accueil du public non située dans la zone de couvre-feu entre le 1er octobre et le... Non, pardon, ça c'est toujours pour le mois d'octobre. C'est pour celles qui sont non situées en zone de couvre-feu et qui sont concernées par mesure d'interdiction d'accueil du public. Donc pour toutes celles-là, et celles qui sont situées dans le secteur S1 et S1 bis, qui ont été créées avant le 15 mars, qui effectivement ont subi des pertes de chiffre d'affaires supérieures à 50%, le montant de l'aide, il va être si la perte est supérieure à 70%, il va être soit égal à la perte de chiffre d'affaires, soit être plafonné à 10 000 €. Et puis si la perte est en dessous de 60% de perte, on est alors... si on est situé entre 50 et 70%, l'aide est plafonnée à 1 500 € pour tout le mois. Là aussi, les IJ et les pensions sont déduites du montant de l'aide.
Bon, vous verrez que quand vous remplissez, en fait, à chaque fois, ça peut paraître très compliqué, mais à chaque fois, vous remplissez et le formulaire, à la fin, vous calcule exactement l'aide la plus importante à laquelle vous avez droit. Donc, on arrive sur le mois de novembre. Ça sera déposé, donc le formulaire n'existe pas aujourd'hui. Probablement, il va être mis en ligne mi-décembre. Il sera déposé avant le 31 janvier. Vous avez en général un mois et demi à 2 mois. Il concerne tous les secteurs, bien sûr, d'activité et les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, ou alors les entreprises qui ont subi une perte supérieure à 50% de leur activité sur le mois de novembre. Comme pour les mois précédents, le montant de l'aide, il est soit égal à la perte de chiffre d'affaires si elle est inférieure à 10 000 euros, soit elle est plafonnée à 10 000 euros si effectivement la perte est supérieure. Ça, c'est pour les entreprises qui n'ont pas pu ouvrir. Pour les entreprises qui ont pu ouvrir et qui se situent dans les secteurs S1, enfin plutôt dans les annexes, les listes S1 et S1 bis, et si effectivement ils ont subi plus de 80% de perte de chiffre d'affaires entre le 15 mars dernier, enfin le premier confinement et le 15 mai, alors l'aide est calculée de la même manière, elle va être plafonnée à 10 000 euros. Et enfin, pour toutes les autres entreprises, l'aide est calculée, mais elle sera de toute façon plafonnée à 1 500 euros. Et les IJ et les pensions sont déduites du montant de l'aide. Voilà pour le cadre. Maintenant, le formulaire, comment y accède et ce qu'on y remplit. Donc, la première étape, c'est de vous connecter sur le site impôts.gouv. Dans votre espace, c'est de cliquer sur votre espace particulier. Après, vous vous identifiez via France Connect ou avec votre code d'accès personnel si vous les avez déjà, ou votre numéro fiscal et votre mot de passe. Vous sélectionnez le service de message sécurisé situé en haut à droite de la page de votre espace. Et puis, vous sélectionnez le menu « Écrire » dans le formulaire relatif au Covid-19. On va vous le montrer en faisant… On a fait des photos d'écran. Donc là, vous accédez effectivement à votre espace particulier sur impôts.gouv. C'est la première étape. Vous vous identifiez en mettant votre numéro fiscal et votre mot de passe. Puis, vous sélectionnez le service de message sécurisé situé en haut à droite de la page de l'espace. Et enfin, vous arrivez sur le formulaire « Écrire » avec « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 » dans le menu déroulant. Donc là, vous arrivez véritablement sur la demande d'aide. Et la saisie de l'aide se fait à travers 6 rubriques. La première, c'est le SIRET. Après, c'est les conditions de dépôt. Ensuite, c'est vos coordonnées. Enfin, il y a le calcul de l'aide. Et après, on arrive au meilleur, les coordonnées bancaires pour que vous puissiez être remboursé. Et vous cliquez pour valider. Donc, première rubrique, vous précisez la période concernée. Vous voyez que ça peut être septembre, octobre et demain novembre. Le SIRET et le secteur d'activité. On reviendra tout à l'heure sur des questions. Il peut y avoir des problématiques par rapport au numéro NAF qui sont très importants pour vous rattacher à une liste, à la liste S1 ou S1 bis. Donc, tout le monde n'a pas forcément le bon code NAF. En tout cas, le code NAF qu'on a vu au moment de la création ne correspond plus à votre activité d'aujourd'hui. Je vous entends plus bien, François. Ah, est-ce que c'est mieux? Oui. Ouais. Merci. Je vous en prie. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, on commence par rentrer son numéro SIRET et son secteur d'activité. Voilà, donc on précise le numéro SIRET. On précise également le secteur d'activité, est-ce qu'on a été ou pas interdit d'accueil du public entre le 25 septembre et le 30 septembre. Là, c'est une demande de photo pour le mois de septembre. On peut aussi mettre effectivement qu'on a perdu plus de 50% de chiffre d'affaires. Après, vous avez demandé le numéro de SIRET de l'entreprise ou de l'association. Vous validez. Voilà. Puis après, on arrive sur éventuellement la possibilité de modifier le numéro de SIRET de l'établissement s'il est différent de l'entreprise. Vous précisez ensuite le secteur d'activité, la région dans laquelle vous vous situez, qui normalement est proposée par menu déroulant. Puis après, vous sélectionnez votre secteur effectivement d'activité. Voilà. Normalement, voilà, là, en l'occurrence, c'est une entreprise d'enregistrement sonore et d'édition musicale. Donc là aussi, c'est fait par
par menu déroulant, et vous précisez ensuite, vous certifiez en fait le niveau de perte de chiffre d'affaires, vous la situez sur les zones, enfin les zones des barèmes qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous êtes ou pas supérieur par exemple à 80% de perte de chiffre d'affaires par rapport au même mois de l'année d'avant? Vous validez. Après, normalement, en fonction de ce que vous avez rempli, ça vous amène effectivement sur un autre écran sur lequel vous évoquez le secteur d'activité principale de votre association, de votre entreprise, et vous indiquez si vous avez ou pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil public en cliquant cette case. Donc, normalement, en fonction de ce que vous avez coché, l'activité, le niveau de perte et l'interdiction du public, ça va vous ouvrir des menus que vous complétez en remplissant notamment votre chiffre d'affaires du mois et puis d'autres éventuellement conditions par rapport à l'éligibilité et éventuellement aussi les indemnités journalières et les pensions. Après, on arrive sur les dernières rubriques où vous certifiez votre taille d'entreprise par rapport au nombre de salariés. Donc vous remplissez, et je crois que si vous êtes supérieur à 100 personnes, vous mettez forcément 99 de mémoire. Après, vous mettez vos coordonnées avec votre mail. Et le mail important, c'est celui sur lequel il y aura la confirmation, l'accusé de réception en fait, de la demande et les éventuels échanges s'il y a des précisions supplémentaires. Le calcul de l'aide, normalement, se fait en fonction de ce que vous avez rempli et vous cochez une des deux cases en fonction de votre situation du mois donné. Est-ce que vous avez une perte supérieure à 50%? Est-ce que vous vous situez effectivement dans l'autre cas qui est précisé? François, on vous entend de nouveau vraiment très très mal, de loin en fait. Est-ce que ça va mieux? Peut-être aussi la voix tout simplement. Non, c'est pas mieux? Moyen. Moyen. Là, ça va mieux? Oui, là, ça va mieux, merci. Je vous en prie. Bon, on arrive à la fin en plus. Donc, une fois que vous avez rempli ces renseignements, vous cliquez sur le bouton « Calcul de l'aide » et normalement, l'aide plafonnée ou pas doit se déterminer à ce moment-là. Par exemple, là, en l'occurrence, l'entreprise était plafonnée à 10 000 € pour ce mois considéré. Ensuite, vous donnez votre RIB. Vous précisez par rapport, oui, que vous n'étiez pas en situation de difficulté financière au 31 décembre 2019. Ça, c'est par rapport notamment aux aides européennes. Donc, vous répondez non si c'est le cas. Sinon, ça vous interdirait de pouvoir bénéficier des PSE, mais c'est des questions que vous avez dû normalement déjà résoudre au premier confinement. Vous certifiez sur l'honneur la totalité des renseignements, le fait que vous puissiez bénéficier des conditions de l'aide et que les renseignements sont exacts. Vous validez le tout. Et vous pouvez normalement envoyer qu'un seul formulaire par mois. Donc, si vous avez, ce qui peut arriver des erreurs, il faut leur demander d'abord d'annuler le premier formulaire et en refaire un second. Voilà, puis dernier onglet, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez un peu comme vous pouvez suivre vos déclarations d'impôts, vous avez un menu vous permettant de suivre dans le temps le traitement de votre demande. Ça a été fait pour être, même si vous l'avez vu, c'est quand même assez complexe, ça a été fait pour faire beaucoup de volume et aider assez rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas notamment de vérification dans un premier temps des données que vous leur demandez, il n'y a pas de contrôle fiscal quelque part. Par contre, il peut y avoir des aides dans le temps sur les conditions d'éligibilité, mais dans un premier temps, ils reçoivent, ils versent les fonds, et puis dans un troisième temps, l'administration fiscale se réserve le droit de vérifier les renseignements et les conditions d'éligibilité. Voilà, on a fait le tour de ce... Ouais. Merci François. En attendant, moi j'ai lu quelques questions, notamment une qui est assez intéressante. Justement, on nous demande si si tu as une double activité. Il y a le cas de la salon de thé, la salon de thé, donc
considéré comme fermé puisque c'est une partie restauration, et une boutique de thé donc qui peut ouvrir puisqu'on considère que ce sont des produits de première nécessité. Comment tu calcules du coup ce chiffre d'affaires? Alors, on parle de chiffre d'affaires de l'entreprise et pas de secteur particulier. On va à chaque fois comparer le chiffre d'affaires du mois, par exemple, d'octobre, si on est sur le mois d'octobre, par rapport à celui du mois d'avant. Il est possible que l'une de vos deux activités ait subi de plein fouet un recul. Voilà, si vous vous situez après, si globalement votre chiffre d'affaires a reculé de plus de 50%, vous êtes éligible à l'aide. Si globalement le chiffre d'affaires est resté dans la zone moins de 50% d'ajustement, enfin de baisse, vous n'êtes pas éligible au FSE. Alors, une question qui revient souvent, on l'avait vu tout à l'heure, d'ailleurs, je crois qu'elle était déjà posée préalablement au webinaire, c'est savoir, on nous demande toujours, est-ce que le chiffre d'affaires généré en ligne pendant le mois de novembre, par exemple, est pris en compte ou pas? Je pense qu'on l'avait déjà dit. Non, enfin, tout ce qui est justement ce chiffre d'affaires de vente à emporter, click and connect, et collecte, ne sont pas pris en compte. Tu es d'accord, François? Oui. Je le vérifierai, mais c'est comme ça que je l'ai lu, effectivement. Oui. C'est hors chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Alors, j'avoue, effectivement, c'est un vrai casse-tête, mais je pense que justement, tu as bien fait de nous mettre le formulaire parce qu'en fait, je crois que c'est assez intuitif. Après, on remplit, on dans des conditions. Ce qui est important à retenir, c'est savoir si vous rentrez justement déjà dans la condition préalable de moins de 50 salariés, dans quel secteur vous êtes, et ça, on ne l'a pas abordé parce qu'effectivement, il y a une liste avec des codes NAF ou APE, enfin, je ne sais pas, peu importe. Pas de panique si effectivement, vous faites vraiment cette activité qui correspond à cette annexe S1 ou le S1 bis. Voilà, S1 bis, pardon. Merci. En fait, après, vous pouvez faire une demande de modification de votre code NAF, parce que souvent, on ne vérifie pas son code NAF, et d'un seul coup, quand on a besoin justement et c'est normal et c'est logique de pouvoir bénéficier d'aide, on se rend compte qu'on ne correspond pas et donc il suffit de faire une demande. Alors moi, je sais que je le demande au tribunal de commerce, au greffe, mais toi, François, aussi, tu dis qu'on peut écrire. On peut écrire et après, il faut amener des éléments de preuve. Voilà. Parmi les éléments de preuve, si par exemple vous faites du commerce de fleurs, démontrer que vos achats et vos ventes, elles sont essentiellement sur cette activité-là, même si votre code NAF indique que vous faites, je ne sais pas quoi, l'industrie alimentaire, par exemple. Donc, ça permet à l'administration qui va traiter ça de corriger le code NAF que vous avez et de vous octroyer l'aide. Je crois que je n'ai pas vu d'autres questions en tout cas, donc ça veut dire que c'était très clair. Et je vois qu'il y avait une petite question en tout cas sur les loyers. Il y a une question d'une agence de voyage, si vous pouvez en prendre connaissance. Justement, j'allais en parler, Laetitia. Justement, je voulais terminer sur les aides et notamment, on pose la question de savoir, en l'occurrence, c'est une agence de voyage qui évidemment a fermé, mais vient quand même 1 ou 2 fois par semaine pour gérer les modifications, annulations, rassurer les clients. Si on paye les loyers, on ferme la boutique définitivement. Y a-t-il des dispositifs spéciaux pour les secteurs dits protégés? Alors, sur le loyer, non. J'ai fait un rappel important, je le rappelais, pas pour vous embêter, parce que j'aurais bien aimé, effectivement, peut-être qu'il y a des dispositions. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucune disposition sur les loyers qui permettent d'échapper au règlement des loyers, hormis celles que je vous ai indiquées, se rapprocher ou les incitations fiscales, etc. Donc là, en revanche, sur des dispositions spéciales sur le secteur dit protégé, ça, il faut regarder évidemment, et vous bénéficiez, François, je pense que c'est dans les secteurs qui bénéficient d'aide. Oui, alors à la fois quand même sur les loyers, ce qu'on peut rappeler, c'est comme l'agence de voyage, elle a
Elle est interdite d'accueil du public, hein. Les personnes qui viennent, elles viennent juste faire de l'administratif, mais voilà, elles n'accueillent pas de public depuis le début du confinement. Donc, elles rentrent dans la catégorie des activités dont les locaux ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil public. Et du coup, le bailleur qui ferait une annulation du mois de novembre pour cette activité-là bénéficierait du crédit d'impôt qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est de 50% si on est sur une entreprise de moins de 250 salariés. Donc, il y a une incitation très forte pour que le bailleur annule le mois de novembre. Après, comme tu disais, j'espère qu'on aura la même chose en décembre si effectivement ça dure un petit peu plus longtemps. Enfin, on espère surtout que ça réouvre pour chacun d'entre vous à partir de début décembre. Mais voilà, normalement, le mois de novembre devrait bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, s'il est abandonné, donc votre bailleur sera très incité à le remettre en totalité. N'hésitez pas à lui faire la demande. Oui, cette histoire de mois, c'est parce qu'en fait, souvent, les loyers commerciaux sont payés par échéance trimestrielle. C'est la raison pour laquelle, en fait, ils vont faire un distinguo, c'est-à-dire un mois dans le terme de loyer. Tout à fait. Voilà. Laetitia, je crois qu'il y a d'autres questions. Je n'ai pas eu le temps de les… Il y a une question au niveau d'un co-gérant qui serait à la retraite. Est-ce qu'il est possible de bénéficier du fonds de solidarité? Alors, le fonds de solidarité ne bénéficie pas au gérant ou au co-gérant directement, il bénéficie toujours à l'entreprise. Après, l'entreprise est libre d'attribuer des revenus, comme je disais, à ses gérants. Et voilà, les revenus, eux, vont être fiscalisés. Hein. C'est le FSE, par exemple, si on a droit à 10 000 euros pour l'entreprise, ça n'est pas fiscalisé. Par contre, dans un deuxième temps, si l'entreprise décide d'attribuer un revenu, par exemple, de 2 000 ou 2 500 euros à son gérant, cette somme-là, pour le gérant, va être fiscalisée dans ses revenus personnels. Après, libre à elle de l'attribuer. Si l'entreprise remplit les conditions, elle peut tout à fait attribuer un revenu au co-gérant. Si le co-gérant bénéficie par contre d'indemnités de retraite, on devra les déduire, j'ai dit tout à l'heure, des indemnités. Hein. Donc ça va minorer d'autant l'aide, hein, c'est ça que je veux dire. On commence par calculer l'aide maximale et puis après on déduit les indemnités journalières si jamais le gérant est en arrêt maladie à bénéficier du remboursement des caisses maladie et puis des éventuelles des caisses maladie. Et puis par ailleurs, s'il est en retraite, qu'il a bénéficié d'indemnités de pension de retraite, on va aussi déduire du coup les pensions du montant de l'aide sur le mois notamment d'octobre et de novembre. Alors, on a une question aussi de Vincent qui a fait une mauvaise manipulation quand il a saisi ces informations sur le site des impôts. Et a priori, on n'arrive pas à modifier sa demande en ligne. Comment est-ce qu'il peut faire pour corriger ce qu'il a indiqué? Est-ce que vous avez déjà eu des cas similaires? Beaucoup de questions sur la foire aux questions là-dessus. Je crois que ce qui lui est demandé, ce qui est proposé, c'est de mettre une question dans le flux justement de questions-réponses et d'échanges avec son centre de gestion qui normalement devrait le contacter. Mais je vais essayer de retrouver ça. Mais je crois que c'est ça qui est proposé dans ce cas-là. Oui, tout à fait. On peut correspondre avec, évidemment, en ligne, si une machine, c'est un robot, on n'arrive pas à changer, mais on peut correspondre. Hein. Je vous lis la réponse qui a été faite par l'administration. La procédure mise en place sur l'outil actuel de messagerie des particuliers ne permet pas de modifier le formulaire qui a été saisi, validé et envoyé. Dans ce cas, et seulement si les informations nouvelles apportent un incident sur le fond de la demande, il est possible de ressaisir un second formulaire. Cette procédure pourra demander un délai de traitement plus long. Pour vous aider à renseigner le formulaire, consultez la foire en question ou contactez votre expert comptable ou le service des impôts des entreprises en charge de votre dossier. Okay. Et pareil, j'ai fait 2 formulaires. Comment annuler le premier? Il n'est pas possible d'annuler un formulaire, mais la gestion de ces 2 formulaires pourra demander un temps de délai de traitement plus long. Si le premier n'est pas bon, on peut en faire un deuxième, signaler que le premier n'est pas bon, mais ça va demander un peu plus de temps pour bénéficier du virement sur votre compte, le temps que les deux formulaires soient traités. D'accord. On a aussi une question de Véronique qui, elle, n'a pas de boutique, mais un showroom.
Et du coup, l'annulation des salons, restriction des voyages n'a pas permis, bien sûr, aux clients de se déplacer dans son showroom. Donc, est-ce qu'elle est éligible? Alors, les showrooms, on est en droite ligne des… Ça dépend si vous, dans quel secteur vous êtes dans Oui, le voilà, show. c'est ça. Ce que j'avais Oui, il dit. faudrait vérifier si vous êtes bien en S1 Si bis, c'est en la fait. mode, oui, C'est ça ça. dépend des secteurs. En fait, pour regarder si vous êtes dans la liste secteur S1, S1 bis. Hein. Parce que c'est assez divers hein, comme secteur. Hein. Donc, je pense que si vous êtes si, par exemple, si c'est des événementiels spectacles, Aucun problème. des créations artistiques, relevant des arts plastiques, voyez, tout ça, faut regarder si, et en principe, oui. Donc, Alors, ce n'est pas une boutique, donc ce ne sera pas une fermeture, ce sera effectivement une perte de chiffre d'affaires qui devrait être supérieure à 50% de l'année d'avant pour oui, sur le fonds de supporter. solidarité. Ouais. Du coup, elle a précisé que c'était un showroom de chaussures. Si ça peut aider à répondre. Oui, bah, pour moi, elle est éligible. Hein, parce qu'effectivement, on va être sur des commerces de textiles ou de chaussures. Ouais. Ensuite, on a 2 questions pour savoir comment on peut changer de code 9. Bon, vas-y, François l'a déjà dit, mais… Bah, si c'est pour changer, c'est plus juridique, je vais te laisser répondre. Et puis, si effectivement, après, est-ce que je vais repréciser ce qu'on a dit pour une solution pratico-pratique. Bah, pour changer, en fait, faut s'adresser au greffe du tribunal de commerce du siège social de l'entreprise pour faire une modification du code NAF. Hein. Voilà, et si ça prend du temps et que c'est compliqué, vous faites la démonstration au service instructeur là, du formulaire que votre véritable activité, ce n'est pas celle qui est donnée par le code NAF, mais c'est une autre activité, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et dans ce cas-là, vous apportez des éléments de preuve démontrant que votre secteur d'activité est bien un des secteurs qui est dans la liste S1 ou S1 bis. Et ça peut se faire, je disais, en apportant des copies de factures, achats, ventes, éventuellement une attestation de votre expert comptable si vous en avez un, ou, voilà, qui disent que votre véritable activité, n'importe quoi, c'est de l'hébergement et pas du tout, de la vente alimentaire, par exemple. Alors, je précise quand même, il y a une limite, c'est-à-dire que si vous avez fait une déclaration de votre activité au tribunal de commerce et vous faites une autre activité, vous n'avez pas changé, là, c'est plus ennuyeux. Nous avons aussi une question là de Claire. Donc, nous avons beaucoup de retours d'entreprises qui ont un délai de paiement très long pour obtenir le fonds de solidarité. Est-ce que c'est une situation que vous observez également? C'est vrai qu'en général, il est plutôt dit que le paiement est assez rapide et que notamment c'est pour cela que le service des impôts ne fait pas toutes les vérifications dans leur intégralité et que par la suite, il peut y avoir des demandes complémentaires de justificatifs, etc. Mais moi, en effet, j'ai eu plutôt comme écho que les paiements doivent être faits rapidement. Mais dans la réalité, quel est votre ressenti? Moi, Laetitia, j'ai plutôt ça comme ressenti, à la fois sur les crédits d'impôt, enfin les crédits TVA, par exemple, les remboursements de taxes. Il y a une véritable accélération lors du premier confinement qui se confirme maintenant, parce qu'on a pu le tester avec un certain nombre de nos clients. Et pareil, sur la FSE, on n'a pas observé, à partir du moment où le formulaire est fait, et là, effectivement, ça a mis du temps, la tuyauterie était compliquée à installer. Hein. C'est davantage des problèmes de tuyauterie que des problèmes de banque. Hein. Donc, voilà, à partir du moment où le formulaire est validé, normalement, ça va assez vite. Hein. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu de retour comme quoi le fonds avait mis beaucoup de temps à être payé. Hein. Très bien. On a une question précise aussi concernant une boutique, une création de boutique au mois de juillet 2020, donc pas de chiffre d'affaires a priori. Est-ce que la personne peut bénéficier de l'aide? En mettant en place cette nouvelle boutique, visiblement, elle a dû clôturer une ancienne activité. Alors, voilà, pour une création au mois de juillet 2020, est-ce que…
Peut-être que vous avez besoin de plus d'informations pour répondre. Alors, c'est juillet 2020 que j'avais jamais vu. Parce qu'à présent, effectivement, il y en a une partie qui a été créée, enfin, des demandes sur des créations de début 2020 et là, on prenait des moyennes, mais juillet 2020, je ne sais pas si c'est prévu. Mais je crois que il y a certaines aides, enfin, il me semble, mais on répondra peut-être à mieux Ouais. sa consolation, mais il me semble qu'il y a une aide quand même avant août 2020. Avant août 2020, oui. Parce qu'en fait, comme il y a eu le déconfinement, les gens ont lancé des activités, et ce qui est logique. Et après, d'un seul coup, il y a un deuxième confinement, et donc ça paraît logique que c'est de ne pas être pénalisé parce qu'on a tenté de relancer une activité en juillet et qui subissent maintenant en fait ce deuxième confinement. Mais on répondra avec certitude, en tout cas, sur cette question. Je pense en fait qu'il faudrait qu'on sache si depuis le mois de juillet, il y a eu du chiffre d'affaires de réaliser ou pas en fait sur cette boutique. Je pense que c'est ça, s'il y a eu du chiffre d'affaires, puisqu'en fait, comme le fonds de solidarité est calculé par rapport à une perte de chiffre d'affaires, donc s'il n'y a jamais eu de chiffre d'affaires, je pense que là, en termes d'éligibilité, ça va être compliqué, mais s'il y a eu du chiffre d'affaires, à voir le Alors, calcul. moi, il y a marqué, en fait, leur activité doit avoir débuté avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020, vous voyez, donc même avant le 30 septembre 2020, pour les pertes d'octobre 2020 et novembre 2020. Et après, évidemment, on rentre dans les calculs de perte de chiffre d'affaires en fonction du secteur d'activité. Je crois qu'on ne pourra pas démontrer qu'on a perdu du chiffre d'affaires parce que par définition, on n'en a jamais fait. Par contre, si on a une interdiction d'ouverture au public, on rentre dans les conditions. Si vous allez ouvrir un restaurant en juillet, voilà, vous avez juste commencé à démarrer votre activité, vous avez encore fait très peu de chiffre d'affaires et puis ça ferme. Et donc là, vous rentrez dans la case fermeture administrative. Je ne vois pas d'autres questions. C'est déjà pas mal. C'est bien. Tout le monde était à l'écoute et interactif. Et merci beaucoup. Voilà, on est plutôt dans le timing. Enfin, s'il y a quelque chose encore, n'hésitez pas. Le temps. Enfin, de toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, peut-être en recevant la présentation, s'il y a ou si vous n'avez pas pu poser votre question là en direct, surtout n'hésitez pas à nous la transmettre, nous, au niveau de Costo. On les fera passer auprès de Mikim et François pour avoir leur version officielle. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Donc j'espère que cette présentation a répondu à vos attentes et qu'elle va vous permettre d'engager les démarches pour activer ces différentes aides plus facilement. En tout cas, sachez que Costo reste à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement, faites-nous en part pour soit qu'on y consacre un article pour dégrossir le thème, ou pour qu'on organise un nouvel événement de ce type. Nous, on est vraiment ouvert à vos suggestions. N'hésitez pas. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation. Merci beaucoup à vous, Mikim, et à François d'avoir accepté l'invitation de Costo. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon après-midi et à très bientôt, j'espère. Bon courage. Bon courage. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.